Dans l'Allemagne nazie, la plupart des enquêtes politiques ne commençaient pas avec la police, mais avec une dénonciation privée. Les voisins, les collègues de travail et les membres de la famille ordinaire ont déclenché des milliers d'arrestations sans porter d'uniforme ni d'armes. Le régime a créé des crimes qui ne pouvaient être vus ou prouvés directement. Commentaires, blagues, silences et opinions privées sont devenus punissables. Pour les détecter, l'État a ouvert des canaux formels pour que tout citoyen puisse accuser un autre sans risque. Une lettre, un rapport verbal ou une rumeur suffit pour initier des interrogatoires, des détentions et des condamnations. La répression ne dépendait pas d'agents omniprésents, mais d'une société devenue un réseau de surveillance. Comment un système a-t-il été construit à partir de dénonciations quotidiennes? Comment la peur a-t-elle transformé des relations normales en instruments de contrôle politique? L'Allemagne d'avant 1933, quand la vie privée n'appartenait pas encore à l'État. Dans l'Allemagne d'entre les deux guerres, avant que le national-socialisme ne prenne le pouvoir en janvier 1933, la vie quotidienne n'était pas structurée autour de la surveillance mutuelle, ni de la dénonciation systématique entre citoyens. La République de Weimar, née des cendres de la défaite lors de la Première Guerre mondiale et de la Révolution de novembre 1918, a hérité d'un système juridique et administratif qui, bien que fragile et soumis à des tensions politiques constantes, maintenait une séparation opérationnelle entre la sphère privée et le pouvoir de l'État. Cette frontière n'était ni absolue ni idéalisée, mais existait avec suffisamment de solidité pour que dénoncer un voisin pour des raisons non criminelles soit considéré comme une rupture grave des normes sociales implicites qui régissaient la vie en commun. Le droit pénal allemand de l'époque se fondait sur des principes de légalité formelle, développés au cours du XIXe siècle, hérités du système juridique prussien et des traditions légales qui avaient façonné l'État allemand moderne. Pour qu'une personne puisse être investiguée ou sanctionnée par l'État, elle devait avoir commis un acte concret, vérifiable et qualifié dans la loi. Un vol documenté, une agression physique avec témoin, une fraude avec preuve matérielle, une altération démontrable de l'ordre public. Les opinions politiques exprimées en privé, les commentaires ironiques sur le gouvernement, les conversations entre amis dans une taverne ou les attitudes ambiguës face à l'autorité ne constituaient en elles-mêmes pas matière pénale. Le système judiciaire exigeait des preuves matérielles, des témoins fiables et des procédures formelles avant d'intervenir dans la vie de tout citoyen. L'idée qu'une simple opinion puisse être considérée comme un crime était en dehors du cadre légal en vigueur. La police, tant au niveau local qu'étatique, fonctionnait principalement de manière réactive. Sa tâche centrale était de répondre à des crimes déjà commis, non d'anticiper des menaces idéologiques sur la base de rumeurs diffuses ou de soupçons vagues. Il existait des divisions politiques au sein des forces de sécurité, des tensions entre différentes factions et des fidélités divisées entre républicains, conservateurs et radicaux de divers signes, mais la capacité d'intervention policière était limitée par des procédures légales établies, par l'existence de tribunaux relativement indépendants et par une culture administrative qui distinguait encore entre la vie publique et la vie privée. La police ne dépendait pas de dénonciations spontanées de voisins pour soutenir son fonctionnement quotidien. Il n'existait pas de réseau d'informateurs civils qui alimentaient constamment l'appareil répressif avec des informations sur des comportements privés. Du point de vue social, la délation n'était ni valorisée ni socialement acceptée. Informer les autorités sur un voisin pour des raisons qui n'étaient pas clairement délictueuses était considéré comme une trahison morale, une grave faute de caractère et une rupture des normes implicites de la vie en communauté. Dans les quartiers ouvriers, les zones rurales et les communautés urbaines consolidées, la réputation personnelle se construisait sur la base de relations directes, durables et quotidiennes. Dénoncer sans cause claire et grave pouvait engendrer un isolement social immédiat, des représailles de l'environnement ou une perte permanente de statut au sein du groupe. La pression de l'environnement agissait comme un frein efficace contre le recours immédiat à l'appareil d'État pour résoudre des conflits personnels. La communauté, en de nombreux sens, s'auto-régulait par des mécanismes informels de sanctions sociales qui ne nécessitaient pas l'intervention du pouvoir public. Les conflits quotidiens étaient fréquents, comme dans toute société soumise à des pressions économiques, politiques et sociales intenses. Des disputes concernant le bruit entre voisins,
une consommation excessive d'alcool dans des espaces partagés, des dettes non réglées entre connaissances, des relations sentimentales compliquées ou des problèmes de travail surgissaient constamment dans la vie quotidienne. Cependant, ces conflits étaient principalement gérés en dehors de la portée de l'État. Ils étaient résolus par une confrontation directe entre les parties, une médiation informelle de figures respectées dans la communauté comme des anciens ou des leaders locaux, ou, dans de nombreux cas, par une tolérance forcée et l'oubli. Faire appel à la police était réservé aux situations qui dépassaient un certain seuil de gravité reconnu collectivement. L'État n'était pas l'arbitre automatique de la vie privée, et y recourir sans raison clairement justifiable pouvait être interprété comme une incapacité personnelle à gérer des conflits sociaux de base, ce qui nuirait à la réputation individuelle. Dans le domaine du travail, cette logique était particulièrement visible et opérationnelle. Usines, ateliers, bureaux et lieux de travail étaient traversés par des tensions politiques intenses, notamment entre communistes, sociaux-démocrates, nationalistes et d'autres groupes politiques qui rivalisaient pour la loyauté des travailleurs. Cependant, les mécanismes de résolution des conflits du travail passaient par des syndicats organisés, des conseils d'entreprise élus ou des hiérarchies internes établies. Dénoncer un collègue auprès des autorités pour ses opinions politiques ou pour des commentaires exprimés en privé n'était pas une pratique répandue ni considérée comme efficace. Dans de nombreux cas, faire cela pouvait se retourner contre le dénonciateur, en particulier dans des environnements où la solidarité de groupe était une valeur centrale et où la cohésion du travail dépendait du maintien de certaines limites entre le politique et le personnel. La trahison était socialement punie par l'exclusion, l'hostilité et l'isolement dans l'espace de travail. La structure communautaire allemande renforçait cette dynamique d'autorégulation sociale. Des associations culturelles, des clubs sportifs, des organisations religieuses, des chœurs, des groupes de vétérans et des réseaux de voisinage agissaient comme des espaces de régulation sociale parallèles à l'État. Le comportement individuel était observé et jugé constamment dans ces espaces, mais principalement par la propre communauté, non par l'intervention policière externe. La sanction la plus courante face à des comportements jugés inacceptables était le rejet social, l'exclusion de certains espaces communautaires ou la perte de confiance et de réputation, et non la punition étatique formelle. La notion de confidentialité, bien que différente de la contemporaine et moins développée en termes de droits individuels explicites, était fermement ancrée dans la mentalité collective. Le foyer était considéré comme un espace protégé par convention sociale et, dans une certaine mesure, par des garanties légales. Ce qui se disait à l'intérieur des quatre murs d'une maison n'était pas automatiquement considéré comme une affaire d'État ni matière à un examen public. Les conversations dans les tavernes, les cuisines, les réunions informelles ou les espaces semi-privés pouvaient être politiquement intenses, marquées par la haine, la frustration, la critique ouverte du gouvernement ou un profond mécontentement envers l'ordre établi, mais on ne supposait pas qu'elles devaient être rapportées aux autorités. L'idée que l'État avait le droit d'intervenir dans ces espaces de manière routinière n'était ni normalisée ni socialement acceptée. Administrativement, il n'existait pas non plus de canaux systématiques ou institutionnalisés pour le dépôt de plaintes privées concernant des comportements idéologiques ou politiques. Il n'y avait pas de campagne publique massive incitant les citoyens à signaler les autres, ni de formulaires officiels conçus spécifiquement à cet effet, ni d'incitation matérielle ou symbolique explicite pour le faire. Les autorités ne demandaient pas activement la collaboration massive de la population pour surveiller les pensées, attitudes ou commentaires privés de leurs concitoyens. La relation entre citoyens et État n'était pas médiée par une attente généralisée de surveillance mutuelle permanente. L'appareil d'État n'avait pas développé les instruments bureaucratiques nécessaires pour absorber, traiter et agir sur de grands volumes d'informations provenant de sources civiles non professionnelles. Même dans un contexte de polarisation politique extrême, avec des affrontements violents entre communistes, social-démocrates, nationalistes et d'autres groupes dans les rues des principales villes allemandes, la surveillance idéologique quotidienne n'était pas devenue une pratique sociale généralisée. Les conflits politiques se manifestaient par des manifestations publiques, des affrontements de rue organisés, une presse partisane agressive et des disputes électorales intenses,
et non dans un système capillaire d'accusations privées constantes. La violence politique existait et était hautement visible, mais elle était publique, organisée et collective, non domestique, individuelle, ou fondée sur la dénonciation systématique de comportements privés. L'appareil d'État manquait, de plus, de la capacité logistique et bureaucratique nécessaire pour maintenir une surveillance massive basée sur des dénonciations civiles. Il n'existait pas de bureaucratie dédiée spécifiquement à traiter de grands volumes d'informations provenant de citoyens ordinaires sur des comportements privés, des opinions non exprimées publiquement ou des attitudes considérées comme suspectes. L'administration était conçue pour gérer des délits traditionnels clairement définis et des affaires administratives conventionnelles, et non pour absorber, classer et agir sur des millions de rumeurs, lettres anonymes et accusations vagues concernant des commentaires entendus dans des espaces informels ou des interprétations subjectives de comportements ambigus. Cette situation ne doit pas être idéalisée ni romancée. La République de Weimar était un régime profondément instable, marqué par des crises économiques récurrentes et dévastatrices. Une violence politique constante qui a causé des centaines de morts, une méfiance institutionnelle profonde parmi de larges secteurs de la population et des tensions sociales extrêmes qui menaçaient en permanence la cohésion nationale. La démocratie était fragile, les institutions faibles et la légitimité du système remise en question sur de multiples fronts. Cependant, même dans ce contexte de crise permanente, la vie quotidienne de millions d'Allemands n'était pas organisée autour de la peur constante d'être dénoncé par un voisin, un collègue ou un membre de la famille. Le citoyen moyen ne vivait pas sous l'attente permanente qu'une conversation privée, un commentaire casual ou une blague inoffensive puisse se transformer en une affaire pénale mettant en danger sa liberté, son emploi ou sa sécurité personnelle. L'absence d'une culture de délation massive avant 1933 est un fait fondamental pour comprendre l'ampleur de la transformation qui suivrait. Le système qui se développerait après l'arrivée du national-socialisme au pouvoir ne s'est pas appuyé sur une tradition culturelle existante de surveillance citoyenne généralisée, mais a dû la construire délibérément à partir de zéro. Cela a impliqué non seulement des changements juridiques profonds dans la définition du crime et dans les procédures judiciaires, mais également une transformation radicale des normes sociales enracinées, des attentes morales profondément internalisées et des modèles de relations interpersonnelles qui avaient existé pendant des décennies. Avant cette rupture historique, l'État allemand ne réclamait pas un accès permanent et illimité à l'intimité de ses citoyens. Il n'exigeait pas de démonstration constante de loyauté politique dans la vie privée, ni ne considérait le silence, la neutralité ou l'indifférence comme des formes de complicité avec les ennemis du régime. La relation entre l'individu et le pouvoir, bien que tendue, conflictuelle et marquée par la méfiance mutuelle dans de nombreux cas, n'était pas fondamentalement basée sur la suspicion constante de trahison interne. Ce point de départ est essentiel car il établit que la conversion ultérieure de millions de citoyens ordinaires en informateurs actifs ou potentiels du régime n'a pas été un développement naturel, inévitable ou produit de caractéristiques inhérentes à la société allemande. C'était le résultat d'une intervention délibérée, systématique et profondément calculée qui a radicalement altéré l'équilibre entre le privé et le politique, entre la coexistence sociale et la répression étatique, entre la confiance interpersonnelle et la peur permanente. La redéfinition légale du crime politique quand le régime a commencé à punir ce qu'il ne pouvait pas voir. Après l'arrivée du national-socialisme au pouvoir en janvier 1933, le changement décisif ne fut pas immédiat dans la conduite quotidienne des citoyens allemands, mais dans l'architecture légale qui définissait ce qui constituait un délit. Le régime ne commença pas à transformer massivement les Allemands en informateurs dès le premier jour. Il commença à reprogrammer le concept même de criminalité de manière profonde et systématique. À partir de ce moment-là, l'État cessa de poursuivre uniquement des faits visibles, matériels et clairement typifiés, et commença à punir des conduites immatérielles, des attitudes subjectives et des comportements impossibles à détecter sans l'intermédiation active d'autres citoyens. Le point de rupture fondamental a été la destruction délibérée du principe de typicité pénale stricte qui avait soutenu le système juridique allemand pendant des décennies.
le nouveau cadre juridique conçu par le régime nazi ne reposait pas sur des actes concrets et vérifiables, mais sur des intentions inférées, des attitudes interprétées et des effets potentiels attribués à des comportements ambigus. La légalité a cessé d'être une frontière claire et prévisible et est devenue un instrument flexible qui pouvait être modelé selon les besoins politiques du moment. Le crime n'était plus uniquement ce que quelqu'un faisait de manière démontrable, mais ce que ses paroles, gestes ou silences pouvaient signifier pour la stabilité du régime. Les premières mesures légales adoptées après la prise de pouvoir ont rapidement établi ce nouveau paradigme juridique. La suspension des garanties constitutionnelles fondamentales par le décret de l'incendie du Reichstag en février 1933 a permis des arrestations massives sans ordre judiciaire, des détentions préventives indéfinies, sans charge formelle, et la criminalisation immédiate de comportements qui, quelques semaines auparavant, étaient parfaitement légaux. Mais ce qui était vraiment important n'était pas seulement la répression visible et physique contre les opposants politiques organisés, mais la création parallèle de délits impossibles à vérifier empiriquement par des preuves matérielles, défaitisme diffus, hostilité abstraite à l'État, manque d'enthousiasme politique démontré, critiques privées sans témoins externes, rumeurs sans origine claire, blagues interprétées comme subversives, silences réinterprétés comme dissidences cachées. Ces nouvelles catégories pénales n'étaient pas conçues pour être prouvées par des preuves matérielles conventionnelles telles que des documents, des actes publics ou des témoins impartiaux vérifiables. Elles ne nécessitaient pas de faits concrets ni de démonstrations objectives. Elles dépendaient fondamentalement d'interprétations subjectives fournies par des tiers et, par conséquent, de récits individuels fournis par des citoyens ordinaires. Le système juridique a été réorganisé structurellement pour accepter comme point de départ suffisant l'accusation elle-même, non la preuve solide de culpabilité. Ce changement a introduit une asymétrie radicale et complètement nouvelle entre l'accusé et l'État. Une personne pouvait être investigée, arrêtée et poursuivie non pas pour ce qu'elle avait fait de manière démontrable, mais pour ce que quelqu'un prétendait qu'elle avait dit, pensé ou insinué dans des conversations privées. La véracité objective du contenu de l'accusation passait au second plan face à la crédibilité politique perçue de celui qui dénonçait et à l'utilité répressive d'agir sur les informations reçues. La charge de la preuve était complètement inversée. L'accusé devait prouver activement sa loyauté envers le régime, et non l'État sa culpabilité par des preuves solides. Le régime a consciemment développé un langage juridique délibérément ambigu et flexible. Des concepts juridiques comme volonté du peuple, santé morale de la nation, sécurité de l'État ou esprit communautaire manquaient de définitions précises, de limites claires ou de critères objectifs d'application. Cette vaguïté n'était pas un défaut technique du système juridique, ni une négligence législative, mais un outil fonctionnel soigneusement conçu. Elle permettait que pratiquement n'importe quel comportement individuel puisse rétroactivement entrer dans une catégorie criminelle si le contexte politique, les besoins répressifs du moment ou la convenance administrative l'exigeaient. Cette légalité élastique et hautement manipulable avait une conséquence structurelle immédiate et fondamentale. L'État ne pouvait pas appliquer ces nouvelles lois tout seul. Il n'existait pas de moyens pratiques de surveiller directement des millions de foyers individuels, des conversations privées dans des espaces clos, des lieux de travail dispersés géographiquement et des espaces informels de socialisation sans présence étatique. Le régime a ainsi créé un système juridique qui nécessitait activement des informations provenant d'en bas, de la société elle-même, pour pouvoir fonctionner efficacement. La dénonciation a cessé d'être un complément occasionnel au travail policier conventionnel et est devenue une condition structurelle de possibilité du nouvel ordre pénal. L'institution chargée de gérer cette information était principalement la Gestapo, la police secrète de l'État, mais sa fonction réelle et son mode de fonctionnement sont souvent profondément mal interprétés. Ce n'était pas une force omniprésente avec des agents infiltrés à chaque coin de rue, dans chaque usine ou dans chaque immeuble résidentiel. C'était en fait une institution relativement petite, en termes de personnel direct, qui dépendait, dans une mesure très significative, de rapports spontanés provenant de citoyens ordinaires agissant de leur propre initiative.
Son pouvoir effectif ne résidait pas dans la surveillance directe et constante, mais dans sa capacité administrative à traiter rapidement de grands volumes d'accusations, à les réinterpréter selon les besoins politiques et à amplifier son impact répressif par des procédures sommaires. Le droit pénal nazi a formellement abandonné la distinction traditionnelle entre l'espace public et l'espace privé qui avait caractérisé le système juridique précédent. Les conversations domestiques entre membres de la famille, les blagues partagées entre amis proches, les discussions informelles dans les lieux de travail et les commentaires occasionnels dans des espaces semi-publics ont acquis une pertinence pénale immédiate. Le foyer a cessé d'être un espace juridiquement protégé par convention sociale et est devenu une scène possible de crimes politiques. Cette transformation n'était pas simplement symbolique ou rhétorique, elle était complètement opérationnelle et avait des conséquences matérielles immédiates. Les nouvelles lois permettaient explicitement d'agir sur des comportements qui ne laissaient aucune trace matérielle, qui ne pouvaient être photographiés, enregistrés ou documentés de manière indépendante. Le concept de l'ennemi intérieur a été absolument central dans cette redéfinition légale du crime. Il ne s'agissait plus uniquement d'individus commettant des actes violents spécifiques, conspirant de manière organisée ou appartenant à des groupes politiques interdits. Il s'agissait maintenant de sujets dont la simple existence, l'attitude personnelle ou la manière de se comporter dans la vie quotidienne étaient considérées comme corrosives pour l'ordre social. La criminalité a cessé d'être fondamentalement une question de préjudice concret causé à des tiers et est devenue une question de dangerosité abstraite attribuée à l'individu. L'État s'est explicitement arrogé le droit d'intervenir préventivement avant qu'un acte visible ou un préjudice démontrable ne se produise. Ce cadre légal a également éliminé systématiquement les incitations institutionnelles à la prudence, à la vérification minutieuse ou au respect des procédures garantistes. Les autorités n'avaient plus besoin de démontrer la commission effective d'un délit traditionnel par des preuves solides et vérifiables. Il suffisait d'établir un récit cohérent de menaces potentielles basé sur des interprétations subjectives de comportements ambigus. Dans ce contexte légal transformé, le signalement citoyen est devenu automatiquement une preuve préliminaire suffisante pour engager des processus répressifs formels. Le système était explicitement conçu pour agir avec rapidité et non pour vérifier minutieusement la véracité des accusations reçues. La justice ordinaire traditionnelle a été progressivement déplacée et subordonnée par la création de tribunaux spéciaux, de procédures sommaires et de juridictions parallèles qui opéraient en dehors du système judiciaire conventionnel. Le processus pénal a cessé d'être un mécanisme authentique d'éclaircissement des faits et de détermination impartiale de culpabilité et est devenu fondamentalement un rituel bureaucratique de confirmation de décisions politiques déjà prises auparavant. L'accusé entrait dans le système non pas pour être jugé équitablement selon des critères légaux objectifs, mais pour être classé administrativement selon des catégories politiques prédéfinies. Ce changement profond dans le système juridique a eu un effet psychologique dévastateur sur la société allemande dans son ensemble. Le citoyen ordinaire ne pouvait plus savoir avec une certitude raisonnable quel comportement spécifique était sûr et lequel pouvait s'avérer dangereux. La légalité a cessé d'être prévisible, transparente et appliquée de manière uniforme. Dans un environnement juridique ainsi profondément instable et arbitraire, le silence même a cessé d'être une position neutre ou sûre. Ne pas exprimer un enthousiasme actif pour le régime pouvait être facilement interprété comme de l'hostilité déguisée. Ne pas participer à des démonstrations publiques de loyauté pouvait être perçu comme un éloignement suspect. Ne pas dénoncer des comportements étrangers, jugés problématiques, pouvait être réinterprété comme une complicité tacite avec les ennemis de l'État. La loi a délibérément créé un espace permanent d'ambiguïté où l'autoprotection individuelle est devenue absolument prioritaire. Il est important de souligner qu'à ce stade précoce du régime, il n'était pas encore formellement exigé de toute la population qu'elle dénonce activement ses voisins, collègues ou membres de la famille. Ce qui a été construit était quelque chose de plus subtil, de plus profond et, en fin de compte, de plus décisif à long terme, un système juridique dans lequel tout citoyen ordinaire pouvait instantanément devenir une source d'informations valide et exploitable,
et dans lequel l'État était totalement disposé à agir de manière répressive sur cette information sans nécessité absolue de corroboration solide, de vérification indépendante ou de procédures garantistes conventionnelles. La redéfinition légale du crime politique a chronologiquement et logiquement précédé à la culture de masse de la dénonciation. D'abord, la nécessité structurelle du système a été créée. Ensuite, les comportements individuels qui alimenteraient ce système ont été rendus possibles, facilités et normalisés. Le régime a consciemment conçu un droit pénal qui ne pouvait fonctionner opérationnellement sans des intermédiaires sociaux dispersés. La loi est devenue un réseau invisible lancé sur des aspects intangibles de la vie privée, et ce réseau ne pouvait être efficacement tendu que si des millions de mains individuelles tirèrent dessus depuis le bas. À partir de ce point légal transformé, l'État avait résolu son problème structurel principal. Comment intervenir systématiquement dans la vie privée de millions de personnes sans y être physiquement présent? La réponse était fondamentalement juridique avant d'être policière. Criminaliser l'immatériel, le subjectif et l'invisible signifiait externaliser structurellement la fonction de surveillance vers la société elle-même. Lorsque cette architecture légale était entièrement en place et opérationnelle, l'étape logique suivante était absolument inévitable: ouvrir formellement plusieurs canaux bureaucratiques pour que l'information puisse circuler constamment de la société vers l'appareil répressif, non pas comme un acte de fanatisme idéologique pur, mais comme une extension logique, pratique et fonctionnelle du nouvel ordre légal établi. L'institutionnalisation de la dénonciation civile quand le pouvoir a transféré la surveillance aux citoyens. Une fois le crime politique redéfini comme quelque chose d'immatériel, ambigu et potentiellement omniprésent dans n'importe quel espace de la vie quotidienne, la prochaine étape du régime ne fut pas de lancer des campagnes massives de persuasion idéologique pour convaincre la population de dénoncer activement ses voisins. C'était quelque chose de bien plus efficace et durable: construire un système administratif complet qui rendait possible, accessible, sécurisé et routinier l'acte de dénoncer. La délation ne devint pas massive principalement par ferveur politique ou conviction idéologique profonde. Elle devint massive parce qu'elle fut soigneusement normalisée, bureaucratiquement canalisée et structurellement protégée par l'État. Ce chapitre traite précisément de ce moment historique, lorsque la surveillance cessa d'être une fonction exclusive de l'appareil répressif étatique et devint une tâche répartie entre des millions de citoyens ordinaires. Le régime nazi n'a pas émis d'ordre unique et explicite, disant clairement « dénoncez vos voisins, collègues et membres de la famille ». Ce qu'il a fait a été considérablement plus efficace à long terme. Il a créé de multiples voies administratives de communication directe entre des citoyens individuels et diverses instances d'autorité, a systématiquement éliminé les risques personnels pour ceux qui dénonçaient et a donné à l'acte même de la dénonciation une apparence administrative complètement routinière et dépersonnalisée. Dénoncer a cessé d'être perçu comme un acte exceptionnel, moralement problématique ou socialement risqué, et a progressivement intégré le fonctionnement quotidien normal de l'État et de ses relations avec la population. Depuis les premiers mois suivant la prise de pouvoir en 1933, les bureaux de police locaux, les sections régionales de la Gestapo et diverses instances administratives du parti ont commencé à accepter de manière systématique, puis à encourager activement, des rapports complètement volontaires provenant de citoyens ordinaires, sans aucun titre officiel. Des lettres manuscrites envoyées par courrier, des notes anonymes déposées dans des boîtes aux lettres spéciales, des déclarations verbales faites directement dans des bureaux administratifs, des rapports transmis de manière informelle par des intermédiaires locaux reconnus. Aucun format standard n'était exigé, aucune preuve matérielle jointe, ni aucune procédure complexe de vérification préalable. L'accusation elle-même, le simple acte de désigner quelqu'un, était considérée comme suffisante pour lancer un dossier administratif formel. La bureaucratie d'État s'est adaptée avec une rapidité remarquable à traiter de grands volumes d'informations informelles, fragmentaires et souvent contradictoires. La clé structurelle de ce système était la création d'une asymétrie totale de risque entre le dénonciateur et le dénoncé. Le système ne punissait pas la dénonciation mensongère, infondée ou malveillante, sauf dans des cas extrêmement rares et évidents
où la fausse déclaration était absolument démontrable. Dans la pratique quotidienne, accuser un autre citoyen n'entraînait pratiquement aucune conséquence négative pour celui qui le faisait, même lorsque les informations fournies s'avéraient par la suite inexactes, exagérées ou complètement inventées. Au contraire, ne pas signaler des comportements considérés comme suspects a progressivement commencé à devenir un risque personnel significatif, surtout si ce comportement était connu ou commenté par plusieurs personnes dans l'environnement immédiat. Le silence a commencé à être interprété administrativement comme une possible complicité, comme un manque de vigilance ou, dans le pire des cas, comme un dissimulage actif. L'administration nazie a consciemment éliminé tout incitatif institutionnel à la prudence ou à la vérification minutieuse avant d'agir. Il n'y avait pas de nécessité bureaucratique de corroborer de manière exhaustive les informations avant d'engager des procédures. La procédure opérationnelle standard était extraordinairement simple et rapide. Réception de la plainte, ouverture immédiate d'un dossier administratif, convocation ou arrestation de l'accusé pour interrogatoire. La véracité de l'accusation était évaluée ultérieurement, au cours du processus lui-même, et dans de nombreux cas, elle n'était jamais déterminée de manière concluante. Le processus administratif en lui-même était déjà profondément punitif, indépendamment du résultat final. Détention préventive, interrogatoire prolongé et psychologiquement agressif, perte immédiate de l'emploi pour absence injustifiée, stigmatisation sociale automatique dans l'environnement immédiat. Tout cela pouvait se produire complètement avant qu'on ne détermine formellement tout type de culpabilité réelle. Un élément absolument central dans cette institutionnalisation était la dépersonnalisation délibérée de l'acte de dénonciation. En s'intégrant complètement dans des procédures administratives routinières, la dénonciation a progressivement perdu sa charge morale directe et sa dimension personnelle conflictuelle. Elle n'était plus perçue socialement comme trahir délibérément un voisin avec qui on partage l'immeuble, mais comme informer de manière responsable l'autorité compétente sur une situation potentiellement problématique. Le langage bureaucratique a ici joué une fonction psychologique absolument décisive. Des formulaires imprimés standardisés, des dossiers numérotés de manière impersonnelle, des références administratives neutres. Le dénonciateur n'avait pas nécessairement à se voir comme l'agent direct et personnel du préjudice causé, mais simplement comme un transmetteur neutre d'informations potentiellement pertinentes pour les autorités. Parallèlement à ces canaux bureaucratiques directs, le régime a systématiquement utilisé des intermédiaires locaux pour faciliter considérablement le flux constant de dénonciations depuis la base sociale. Des figures telles que les chefs de quartier du parti, les responsables administratifs des immeubles résidentiels, les superviseurs directs sur les lieux de travail et des fonctionnaires de moindre importance de diverses organisations du parti agissaient comme des nœuds locaux de collecte d'informations. Ils ne dénonçaient pas toujours eux-mêmes de manière formelle. Dans de nombreux cas, ils canalisaient simplement vers des instances supérieures des commentaires entendus par hasard, des rumeurs circulant dans le voisinage ou des plaintes informelles exprimées par d'autres. Cela élargissait considérablement la capacité effective du système sans nécessité d'augmenter de manière significative la taille de l'appareil d'État formel. Ces intermédiaires locaux remplissaient une double fonction structurelle extrêmement importante. D'une part, ils rendaient la dénonciation physiquement et psychologiquement accessible. Il n'était pas nécessaire de se rendre dans un bureau de police intimidant, ni de s'identifier formellement devant des fonctionnaires inconnus. Il suffisait souvent de mentionner quelque chose de manière apparemment décontractée à la personne localement reconnue comme appropriée pour ses affaires. D'autre part, ces intermédiaires atténuaient considérablement la responsabilité individuelle perçue. Le dénonciateur original pouvait facilement se persuader qu'il n'avait en réalité formellement dénoncé personne, qu'il avait seulement commenté quelque chose d'inquiétant à quelqu'un de confiance, et que c'était cette autre personne qui avait ensuite décidé de faire remonter l'information à des instances supérieures. Le régime a également travaillé activement, bien que de manière graduelle et pragmatique, pour légitimer culturellement la dénonciation comme un devoir civique fondamental. Cependant, il l'a fait de manière beaucoup plus subtile que par une propagande idéologique directe et agressive. On ne faisait pas uniquement appel à des concepts nazis spécifiques comme la pureté raciale ou la lutte idéologique totale, mais à des notions beaucoup plus larges,
moins engagés idéologiquement et culturellement plus acceptables, ordre public, sécurité collective, responsabilité communautaire, protection des plus vulnérables. Dénoncer n'était pas présenté comme un acte politique partisan nécessaire ou exclusif, mais comme une contribution pratique au bon fonctionnement général de la société et à la protection du bien-être commun. La propagande a constamment renforcé cette logique en montrant l'informateur non pas comme un fanatique idéologique agressif, mais comme un citoyen ordinaire, attentif, responsable et même moralement protecteur de sa communauté. Le message implicite mais constant était absolument clair. Ne pas signaler des comportements suspects permettait au danger de croître silencieusement, aux menaces de se consolider et à la communauté entière de devenir finalement vulnérable. Dans ce cadre interprétatif soigneusement construit, le signalement s'est transformé psychologiquement en une forme d'autoprotection morale. Le citoyen qui signalait ne le faisait pas nécessairement parce qu'il haïssait personnellement la personne signalée, mais parce qu'il ne pouvait éthiquement pas détourner le regard devant une situation potentiellement dangereuse. Il est crucial de comprendre que le système ne nécessitait absolument pas une conviction idéologique profonde, authentique ou permanente. Il suffisait de l'internalisation progressive d'une attente administrative normalisée. Tout comme on s'attendait routinièrement à ce qu'un citoyen déclare formellement une naissance, notifie administrativement un changement de domicile ou signale un accident de la route, on pouvait également s'attendre progressivement à ce qu'il informe sur des comportements jugés suspects dans son environnement immédiat. La dénonciation s'est intégrée progressivement dans la logique générale de la gestion administrative quotidienne de l'État moderne. Un autre facteur absolument décisif était l'opacité délibérée du processus postérieur à la dénonciation. Une fois l'accusation initiale faite et transmise, le dénonciateur voyait rarement ou connaissait les conséquences complètes et finales. Il ne présidait pas à des interrogatoires prolongés, n'assistait pas à des procès sommaires, ne connaissait pas les sentences définitives et n'était pas informé des peines finales. Cela fragmentait psychologiquement la chaîne complète de responsabilité morale. L'acte initial de dénonciation était mentalement séparé du dommage humain final. Le système était consciemment conçu pour que personne ne se sente pleinement et directement responsable du résultat complet. L'administration a également exploité délibérément l'ambiguïté légale. Il n'existait pas de liste fermée, exhaustive et accessible au public des comportements spécifiques considérés comme dénonçables. Cela obligeait constamment le citoyen ordinaire à interpréter par lui-même l'environnement social immédiat, générant une surveillance diffuse, mais absolument permanente. Tout commentaire entendu, tout geste observé, toute attitude perçue pouvait être potentiellement problématique selon des critères impossibles à déterminer avec précision. Dans ce contexte d'incertitude constante, dénoncer préventivement devenait une manière pratique de démontrer son alignement personnel avec le pouvoir et de se protéger contre d'éventuelles accusations futures de passivité suspecte. Avec le temps, la dénonciation a inévitablement commencé à acquérir une valeur instrumentale évidente au-delà des considérations politiques ou idéologiques. Elle ne servait pas seulement à exprimer la loyauté envers le régime ou à se protéger des soupçons, elle servait également à résoudre efficacement des conflits personnels antérieurs, complètement étrangers à la politique. Des disputes de travail prolongées pour des promotions ou de la stabilité, des rivalités de voisinage accumulées pendant des années, des problèmes familiaux irrésolubles, des tensions dues à des ressources rares. Le système offrait un outil extraordinairement puissant pour intervenir de manière décisive dans la vie des autres avec un coût personnel pratiquement nul. Le régime n'a pas créé ces motivations humaines fondamentales, mais il les a rendues complètement opérationnelles et leur a donné des conséquences matérielles immédiates. Le volume absolu des dénonciations a cru de manière constante et soutenue tout au long de la décennie 1930. Non pas en raison d'une explosion soudaine de fanatisme idéologique généralisé, mais parce que le système administratif avait été conçu spécifiquement pour les absorber sans s'effondrer. La bureaucratie s'est adaptée progressivement, classification rapide selon des catégories prédéfinies, priorisation selon des critères politiques changeants, procédure standardisée de traitement. La dénonciation a cessé d'être un événement extraordinaire et est devenue un flux administratif constant et gérable.
Il est absolument crucial de comprendre qu'à ce stade intermédiaire du régime, la délation n'était pas encore universelle, automatique, ni complètement généralisée dans tous les secteurs sociaux. Mais elle était déjà solidement et irréversiblement ancrée institutionnellement. Des canaux bureaucratiques accessibles existaient, des garanties effectives de protection pour le dénonciateur, la disposition administrative de l'État à agir rapidement. La structure complète était opérationnelle. Ce qui manquait, c'était la multiplication d'actes individuels concrets qui mettraient en mouvement massivement cette machinerie à un niveau véritablement quotidien. La surveillance avait été complètement externalisée. L'État n'avait plus besoin d'être physiquement présent à chaque conversation privée. Il avait besoin que quelqu'un d'autre soit présent et prêt à informer. Et cette personne pouvait potentiellement être n'importe qui. La première plainte quotidienne, quand un geste minime a déclenché une répression réelle. L'institutionnalisation complète de la dénonciation civile a créé l'infrastructure administrative nécessaire. Ce qui a véritablement activé le système à grande échelle a été la décision individuelle, presque toujours profondément banale dans son origine, de faire le premier pas concret. Ce chapitre ne traite pas du fanatisme idéologique abstrait, ni de l'adhésion politique enthousiaste au national-socialisme, mais du moment spécifique et quotidien où une personne ordinaire, sans fonctions officielles ni responsabilité politique particulière, a décidé d'informer formellement sur une autre. Cet acte initial a rarement été dramatique, héroïque ou idéologiquement pur. Dans la grande majorité des cas documentés, il a été bref, imprécis, motivé par des raisons complètement immédiates et déconnecté de toute considération politique élaborée. Cependant, une fois réalisé et traité administrativement, le système l'amplifiait automatiquement jusqu'à le transformer en une intervention répressive avec des conséquences matérielles absolument réelles et irréversibles. Les dénonciations qui activaient effectivement l'appareil répressif ne provenaient généralement pas de crimes évidents, d'actes violents publics ou de conspirations organisées facilement identifiables. Elles provenaient systématiquement d'interactions totalement quotidiennes. Une discussion animée sur le lieu de travail concernant les conditions de travail, un commentaire entendu par hasard dans une taverne sur la situation économique, une plainte domestique exprimée à voix haute au sujet du rationnement alimentaire, une blague mal reçue sur des figures publiques du régime, une rivalité personnelle prolongée pendant des années qui trouvait enfin une voie de résolution. Le contenu factuel de la dénonciation était souvent trivial, exagéré ou même complètement inventé. Ce qui était véritablement décisif n'était pas la gravité objective du fait rapporté, mais la compatibilité superficielle du récit avec les nouvelles catégories pénales extrêmement larges. Le système administratif ne recherchait pas la vérité historique vérifiable, il recherchait une utilité répressive immédiate. Le moment psychologique de dénoncer n'était pas nécessairement vécu comme une trahison consciente, délibérée et moralement problématique. Pour de nombreux dénonciateurs, notamment dans les premières années du régime, c'était une action perçue en interne comme administrative, défensive, neutre ou même moralement justifiée. Écrire une lettre brève, faire un commentaire apparemment anodin à un supérieur hiérarchique, mentionner une suspicion vague à un intermédiaire local reconnu. Le langage spécifique utilisé dans les dénonciations conservées dans les archives historiques reflète clairement cette perception déformée. Phrases volontairement vagues, conditionnelles évitant les affirmations catégoriques, appel formel à l'autorité pour qu'elle évalue elle-même la situation. Le dénonciateur se positionnait psychologiquement comme un observateur neutre et responsable, non comme un accusateur actif et responsable du dommage final. Les motivations réelles qui poussaient les dénonciations variaient énormément, mais elles étaient rarement purement idéologiques ou le produit d'une adhésion fanatique au national-socialisme. La peur personnelle a certainement été un facteur fréquent et significatif, mais ni exclusif ni dominant. De nombreuses dénonciations sont directement issues de conflits interpersonnels antérieurs, totalement étrangers à la politique, que le nouveau système juridique rendait soudainement exploitable. Des rivalités professionnelles intenses pour des promotions rares ou une stabilité menacée, des disputes prolongées pour un logement dans un contexte généralisé de pénurie de logements, des conflits familiaux irrésolubles accumulés pendant des années, des tensions de voisinage persistantes pour des questions complètement triviales. Le régime nazi n'a pas créé ces conflits humains de base à partir de zéro.
Il a simplement fourni une issue punitive extrêmement efficace et pratiquement sans risque pour ceux qui l'utilisaient. Dans le domaine professionnel en particulier, la dénonciation est rapidement devenue un outil particulièrement puissant et fréquemment utilisé. Les usines, les bureaux administratifs et les ateliers industriels étaient simultanément soumis à une pression productive croissante et à un contrôle politique de plus en plus intense. Un commentaire critique entendu sur la guerre, une plainte exprimée sur des conditions de travail détériorées, une expression casuale de fatigue physique ou de démoralisation pouvait être interprétée administrativement comme du défaitisme punissable. Dénoncer un collègue direct pouvait efficacement éliminer un concurrent pour des ressources limitées, protéger une position de travail menacée ou démontrer publiquement une fiabilité politique devant des supérieurs qui contrôlaient les promotions et les attributions. Dans de nombreux cas, la dénonciation au travail ne nécessitait même pas une hostilité personnelle profonde. Un simple opportunisme de base et un calcul stratégique immédiat suffisaient. Dans l'espace domestique et voisin, la frontière traditionnelle entre le privé et le punissable avait déjà été complètement érodée par le nouveau cadre légal. Des disputes conjugales prolongées, des conflits insolubles entre les membres de la famille politique, des tensions accumulées entre locataires et propriétaires concernant l'entretien ou les paiements. La dénonciation offrait une forme d'intervention externe puissante qui rompait violemment l'équilibre précédent. Le dénonciateur n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit de manière concluante, il suffisait simplement d'activer le soupçon administratif. À partir de ce moment initial, l'ensemble du processus ne se trouvait plus sous son contrôle direct ou sous sa responsabilité personnelle perçue. Un élément récurrent documenté dans plusieurs cas historiques est la sous-estimation généralisée des conséquences finales de la part des dénonciateurs. Beaucoup n'anticipaient même pas le résultat final complet de leur action initiale. Ils ne pensaient pas consciemment à des camps de concentration, à des exécutions sommaires ou à des disparitions permanentes. Ils s'attendaient peut-être à un avertissement formel, à un interrogatoire bref, à une correction administrative mineure qui mettrait fin à un comportement agaçant. Le système était structurellement conçu pour dissimuler délibérément l'ensemble de la chaîne des faits. L'acte initial semblait petit, routinier et administrativement neutre. Le préjudice humain final restait lointain, invisible et psychologiquement déconnecté. Cette fragmentation de la responsabilité était fonctionnelle et nécessaire au système. Une fois la plainte formellement reçue par toute instance administrative compétente, la procédure suivait un schéma relativement uniforme et hautement prévisible. Un dossier administratif numéroté était immédiatement ouvert. L'accusé était convoqué pour un interrogatoire formel ou, dans les cas jugés plus graves, une détention préventive était ordonnée sans préavis. La plainte initiale, aussi vague, imprécise ou infondée qu'elle puisse être objectivement, acquérait un poids institutionnel immédiat simplement par le fait d'avoir été reçue et enregistrée. L'accusé entrait dans un circuit bureaucratique où l'asymétrie du pouvoir était absolument totale. Il ne connaissait pas l'identité spécifique du plaignant ni le contenu exact complet de l'accusation formulée. Se défendre efficacement était extrêmement difficile. Contredire activement les accusations pouvait être interprété administrativement comme un facteur aggravant démontrant une hostilité envers le régime. Lors des interrogatoires, souvent prolongés et psychologiquement agressifs, le système cherchait fondamentalement une confirmation narrative des suspicions antérieures et non un éclaircissement objectif des faits. On faisait pression intensément pour obtenir des admissions partielles, des contradictions exploitables, des noms supplémentaires de complices possibles. La plainte initiale agissait comme point de départ pour élargir progressivement le réseau de suspects. Un commentaire enregistré pouvait rapidement se transformer en une chaîne complexe d'accusations interconnectées. Le processus avait tendance structurellement à se développer et non à se contenir. Chaque interrogatoire génère était de nouvelles informations, de nouveaux noms, de nouvelles suspicions qui alimentèrent le système. La figure du dénonciateur original restait, dans la grande majorité des cas documentés, complètement séparée du dénouement final. Il ne participait pas à des procès sommaires, ni ne connaissait de jugement définitif. Cette séparation physique et psychologique était absolument cruciale pour le fonctionnement soutenu du système. Elle permettait que l'acte initial de dénonciation soit perçu intérieurement comme relativement inoffensif, comme un simple respect des obligations civiques.
Le système bureaucratique absorbait formellement la responsabilité complète. Le dommage humain final devenait abstrait, invisible et moralement attribuable à d'autres. Le dénonciateur pouvait se convaincre qu'il avait simplement rapporté des informations, rien de plus. Dans de nombreux cas historiquement documentés, la dénonciation effective ne provenait pas d'une seule personne clairement identifiable, mais d'accumulation minimale de commentaires dispersés. Des observations coïncidentes faites par différentes personnes, des rumeurs répétées dans de multiples contextes, des suspicions similaires exprimées par différents acteurs sociaux sans coordination préalable. Le système administratif ne nécessitait pas de coordination consciente ni de conspiration organisée. Il suffisait d'une convergence statistique suffisante. La répétition spontanée transformait ce qui était initialement incertain en quelque chose administrativement plausible, ce qui était plausible en quelque chose immédiatement actionnable. Le système fonctionnait de manière cumulative, ajoutant des fragments dispersés jusqu'à construire une narration cohérente de menaces. Il y avait certainement aussi des dénonciations stratégiques, conscientes et complètement délibérées de son potentiel destructeur. Des individus spécifiques qui comprenaient parfaitement le fonctionnement du système et l'utilisaient délibérément à des fins personnelles clairement définies. Éliminer des concurrents économiques, résoudre des conflits d'héritage, s'approprier des biens, se venger d'offenses anciennes. Cependant, ces cas conscients et calculés n'expliquent pas adéquatement le phénomène historique dans son ensemble ni son ampleur massive. La majorité écrasante des dénonciations était profondément ordinaire, faite par des personnes communes qui ne se percevaient pas nécessairement comme des agents conscients de répression politique. Le système a duré précisément parce qu'il ne nécessitait ni malveillance exceptionnelle, ni fanatisme idéologique pur, ni sadisme personnel. L'impact sur l'accusé était immédiat, profond et fréquemment permanent. La détention préventive pouvait automatiquement impliquer une perte irréversible d'emploi, une stigmatisation sociale immédiate dans l'environnement immédiat, une rupture des relations familiales. Même lorsque l'on n'aboutissait pas formellement à une condamnation judiciaire définitive, le processus administratif lui-même laissait des marques personnelles, sociales et économiques absolument durables. Le système n'avait pas besoin de sentences formelles pour être efficacement punitif. La procédure elle-même était intrinsèquement destructive. Être interrogé, même brièvement, marquait de façon permanente une personne dans sa communauté. Cet acte individuel de dénonciation avait également un effet exemplaire et multiplicateur extrêmement puissant dans l'environnement social immédiat. Des histoires fragmentaires, incomplètes et délibérément ambiguës circulaient constamment. Quelqu'un interrogé sans explication claire, quelqu'un disparu subitement du voisinage, quelqu'un transféré à une destination inconnue. Les détails spécifiques étaient toujours confus et impossibles à vérifier, mais le message implicite était absolument clair et univoque. La dénonciation fonctionnait efficacement. Le système réagissait rapidement. À partir de ce moment de démonstration pratique, le calcul individuel des risques et des bénéfices changeait radicalement. Ne pas dénoncer ne restait définitivement plus une option perçue comme complètement sûre. La répétition constante de ces actes minimaux, apparemment triviaux et individuellement insignifiants, a engendré une transformation profonde et durable des relations sociales fondamentales. La conversation quotidienne est devenue progressivement prudente, fragmentée et autocensurée. L'humour politique s'est totalement autocensuré. Les opinions personnelles se sont strictement fragmentées par des contextes spécifiques et des publics de confiance. La confiance interpersonnelle de base a été systématiquement érodée, non parce que tout le monde dénonçait constamment, mais parce que personne ne pouvait savoir avec certitude absolue qui le ferait finalement. L'incertitude est devenue permanente. Les familles ont commencé à éprouver des tensions internes complètement nouvelles. Des parents craignant que leurs enfants, exposés à la propagande dans les écoles et les organisations de jeunesse, puissent répéter des commentaires entendus à la maison. Des épouses doutant de leur mari. Des frères et sœurs se surveillant mutuellement. L'espace domestique, traditionnellement protégé, est devenu potentiellement dangereux. L'intimité familiale s'est érodée. Même dans l'intimité du foyer, les personnes ont commencé à s'autocensurer, craignant qu'un mot prononcé puisse être retenu et répété dans des contextes différents.
Les lieux de travail se sont transformés en espaces de tension constante. Les conversations sont devenues mécaniques, superficielles, dépolitisées. Les pauses déjeuner étaient segmentées selon des lignes de confiance invisibles. Les amitiés professionnelles sont devenues calculées. La solidarité qui avait caractérisé de nombreux environnements de travail, en particulier dans les usines avec une forte tradition syndicale, s'est désintégrée progressivement. La camaraderie a été remplacée par une surveillance mutuelle et une distance préventive. Dans les communautés de quartier, les relations se sont également transformées profondément. Les voisins qui avaient de cohabiter pendant des années ont commencé à se traiter avec une froideur formelle. Les conversations informelles dans les escaliers et les patios se sont réduites. Les plaintes quotidiennes concernant les services, le bruit ou l'entretien étaient exprimées avec une extrême prudence pour éviter les interprétations politiques. La vie communautaire s'est fragmentée en unités de plus en plus petites et fermées. Ce chapitre démontre que le noyau fonctionnel du système n'était ni l'idéologie nazie abstraite, ni la violence d'État directe et visible, mais la conversion systématique de décisions individuelles complètement triviales en événements administratifs absolument irréversibles. Le régime a consciemment conçu un appareil bureaucratique qui magnifiait automatiquement le petit, le personnel et le banal. La dénonciation quotidienne individuelle était la première étincelle. La machine administrative a fait tout le reste du travail destructeur. À partir de ce point historique, le système ne dépendait plus de nouvelles lois, de campagnes de propagande supplémentaires, ni d'ordres explicites venus d'en haut. Il avait franchi un seuil qualitatif décisif. Les dénonciations individuelles n'étaient plus des exceptions moralement problématiques. Elles étaient des précédents normalisés que d'autres pouvaient suivre. Chaque acte individuel renforçait statistiquement le suivant. La dynamique sociale commençait à se refermer sur elle-même de manière de plus en plus autonome. Lorsque suffisamment de personnes avaient dénoncé au moins une fois, par peur, par commodité ou en raison d'un conflit personnel, le système est entré dans une phase qualitativement différente. Il n'avait plus besoin de motivations individuelles fortes ni d'intervention constante de la part du pouvoir. Il a commencé à fonctionner par inertie sociale accumulée, par des précédents établis, par des attentes normalisées. L'expansion automatique de la terreur, quand le système a commencé à fonctionner sans ordre ni conviction. Lorsque les dénonciations sont devenues suffisamment fréquentes et que l'appareil répressif du régime s'est consolidé opérationnellement, la machine de terreur du Troisième Reich a atteint une phase qualitativement différente où elle n'avait plus besoin de l'intervention directe constante des autorités supérieures ni d'ordres explicites du pouvoir central. La dynamique de contrôle et de répression a cessé de dépendre exclusivement des lois formelles, de la police en uniforme ou des fonctionnaires de la Gestapo. Elle est devenue une force de plus en plus autonome, opérant sous sa propre inertie sociale accumulée et se nourrissant de mécanismes internes qui ne nécessitaient plus d'impulsions externes permanentes. Le système conçu consciemment par le régime nazi pour maintenir la terreur n'avait pas besoin d'un appareil de surveillance véritablement omniprésent avec des agents infiltrés dans chaque espace. Il ne nécessitait pas que chaque citoyen soit constamment observé physiquement par un fonctionnaire en uniforme de la Gestapo. Ce qui a rendu possible l'expansion soutenue de la terreur, c'était l'internalisation progressive de la peur dans la population générale, un processus psychologique et social qui s'est développé lentement au cours des années 30. À travers la propagande constante, la législation de plus en plus restrictive et les diverses institutions créées spécifiquement pour soutenir le régime, le contrôle sur la vie privée est devenu si complet et pénétrant que les gens ont commencé à s'auto-surveiller de manière préventive et à surveiller les autres sans besoin d'instructions explicites. Une fois que la dénonciation est devenue quelque chose de routinier, démontré comme efficace et relativement sans risque pour ceux qui la pratiquaient, la population a commencé à adopter un état d'esprit généralisé de méfiance mutuelle, même sans la présence visible des autorités à chaque coin de la vie quotidienne. La logique interne de la peur a fait que les citoyens ont commencé à agir comme des autosurveillants préventifs, anticipant constamment les attentes perçues du régime. La peur d'être considéré comme suspect de ne pas respecter les valeurs imposées par le national-socialisme a poussé de nombreuses personnes à prendre des mesures préventives extrêmes, souvent sans qu'on leur demande explicitement de le faire. La paranoïa est devenue une stratégie de survie quotidienne normalisée.
La terreur cessa d'être quelque chose d'imposé exclusivement d'en haut par la Gestapo ou par la police régulière. Le système ne dépendait plus fondamentalement d'ordres directs émanant de Berlin, mais d'un cycle qui se nourrissait lui-même de vigilance distribuée, où la dénonciation n'était pas seulement vue comme un devoir civique abstrait, mais comme une stratégie pratique et immédiate d'autoprotection personnelle. L'incertitude permanente et la peur constante des représailles rendaient les relations quotidiennes extrêmement fragiles et calculées. La norme sociale n'était plus de vivre et de laisser vivre en paix. Elle se transforma peu à peu en une évaluation constante des comportements des autres et une évaluation permanente de sa propre conduite pour éviter de devenir la cible d'une accusation. Ce phénomène d'autosurveillance est devenu si intense que le silence a complètement cessé d'être une position neutre ou sûre. Rester silencieux lors d'une conversation politique, ne pas prendre position explicitement lors de débats sociaux, ou simplement ne pas montrer un enthousiasme suffisant, pouvait facilement être interprété comme une complicité tacite avec des éléments hostiles au régime. Pour se protéger de cette suspicion permanente, de nombreux individus ont choisi de dénoncer préventivement ceux qu'ils considéraient comme potentiellement dangereux, ou simplement ceux avec qui ils avaient un certain type de conflit personnel antérieur, totalement étranger à des considérations politiques. Le système de délation, par conséquent, est devenu une sorte d'assurance sociale perverse, où ceux qui ne dénonçaient pas demeuraient non seulement vulnérables aux accusations potentielles, mais étaient également considérés comme des traîtres par la passivité. Avec le temps, la délation s'est complètement normalisée et s'est profondément intégrée dans les structures sociales, politiques, professionnelles et même familiales. Au début, pendant les premières années du régime, les dénonciations étaient encore considérées comme des actes relativement isolés, exceptionnels et moralement problématiques. Mais rapidement, en raison de la complexité croissante et de l'ampleur massive des réseaux d'informateurs formels et informels, des dénonciations en chaîne ont commencé à se produire, nourrissant mutuellement. Lorsqu'une personne dénonçait quelqu'un, cela pouvait facilement engendrer une cascade imparable d'accusations qui impliquait non seulement le dénoncé original, mais aussi sa famille élargie, ses amis proches, ses collègues de travail ou toute personne connue avec qui il avait entretenu un contact régulier. Le système de répression nazi reposait précisément sur l'expansion autonome et organique de ce phénomène social. Les dénonciations n'étaient plus nécessairement initiées par des directives explicites de l'État central, mais se propageaient de manière presque organique au sein de la société elle-même. Dans ce système pervers, dénoncer est devenu un acte de plus en plus fréquent et normalisé, et le faire était considéré comme une forme légitime de se protéger préventivement de toute suspicion qui pourrait peser sur soi-même. La peur constante d'être dénoncé a généré un effet domino dévastateur. Plus de personnes dénonçaient activement, plus de personnes se sentaient psychologiquement poussées à le faire également pour ne pas être exposées. Ce cercle vicieux restait opérationnel non seulement par la coercition directe et visible, mais aussi par une stratégie beaucoup plus subtile de déshumanisation progressive de l'autre. La propagande nazie contribuait constamment à créer un climat généralisé de suspicion dans lequel toute action perçue comme à peine contraire au régime pouvait être facilement qualifiée de disloyauté dangereuse, ou même de trahison active envers la communauté nationale. Cette perception collective transformait progressivement les ennemis perçus du régime en figures complètement dépersonnalisées, vus de plus en plus comme des objets abstraits à éliminer, plutôt que comme des êtres humains concrets, avec des biographies, des familles et de la dignité. Le système nazi a été historiquement efficace précisément parce qu'il ne reposait pas fondamentalement sur une violence continue et visible, ni sur une répression physique directe constante. À la place, le contrôle était exercé principalement par la peur persistante, la méfiance généralisée et l'incertitude permanente. Les gens ont progressivement cessé de faire confiance les uns aux autres. Le concept traditionnel de solidarité sociale a été systématiquement remplacé par la compétition individuelle méfiante dans un contexte permanent d'insécurité existentielle. À mesure que le système se renforçait et se consolidait, les citoyens commencèrent à douter même de leurs proches, de leurs amis de toujours, de leurs collègues de travail les plus anciens. Dans un environnement où chaque geste minime ou chaque mot casual pouvait être délibérément mal interprété,
et où ce qui semblait être une simple conversation informelle pouvait facilement se terminer par une accusation formelle avec des conséquences dévastatrices, la confiance a disparu presque complètement des relations sociales fondamentales. Il n'était plus suffisant de faire confiance personnellement aux autres, car tout le monde pouvait potentiellement être des informateurs actifs ou passifs du régime. Ce vide profond de confiance est devenu un problème social structurel profondément ancré qui a affecté toute la société allemande. Au lieu de se protéger mutuellement par la solidarité et le soutien collectif, les gens sont devenus de plus en plus systématiquement méfiants les uns envers les autres. Cela a affecté non seulement les relations interpersonnelles immédiates, mais aussi le tissu social dans son ensemble, créant une société profondément fragmentée où les alliances étaient extrêmement volatiles, fragiles et constamment renégociées selon des circonstances changeantes. Le plus significatif de cette phase avancée du système nazi était que la peur était complètement normalisée comme une partie indistinguable de la vie quotidienne ordinaire. Ce n'était pas simplement un phénomène politique abstrait ou un acte de répression institutionnelle occasionnel. Cela était devenu une partie intégrante de la structure même de la vie quotidienne. Les gens n'agissaient plus uniquement par peur immédiate de la répression physique directe, mais parce que la morale collective elle-même avait été complètement restructurée de telle manière que la délation était largement perçue comme une forme légitime, même moralement nécessaire, de se protéger de la menace constante d'être accusé de quelque chose. Ce processus historique n'était ni immédiat ni spectaculaire. Ce n'était pas une révolution soudaine d'un seul jour, mais une transformation graduelle, cumulative et structurelle à travers laquelle le régime nazi s'est progressivement infiltré dans les mentalités les plus profondes et dans les comportements les plus quotidiens. Ainsi, l'acte de dénoncer n'était pas seulement progressivement un moyen instrumental pour éviter le châtiment personnel, mais il est devenu une manière de se conformer à un nouvel ordre moral que la société acceptait de plus en plus largement comme inévitable. La dénonciation s'est transformée en un puissant mécanisme d'autocontrôle social où le citoyen s'obligeait lui-même à se conformer constamment aux normes imposées par la peur permanente de la répercussion. Au cours des années 30 et pendant la guerre, ce système de terreur a gagné de plus en plus d'autonomie opérationnelle. Il n'était plus nécessaire que l'État soit physiquement présent dans chaque recoin du territoire pour que la société soit constamment surveillée. Le régime avait réussi à faire en sorte que les normes répressives, la peur permanente et la méfiance mutuelle s'internalisent si profondément dans la vie quotidienne que l'État n'avait pas besoin de faire directement tout le travail répressif. Il avait réussi à créer un système qui se reproduisait de manière de plus en plus autonome, grâce à l'interaction constante de millions de citoyens engagés, non nécessairement par conviction idéologique profonde, mais par le simple besoin fondamental de survie sociale et physique. À ce stade historique avancé, le contrôle n'était plus exclusivement entre les mains du régime nazi en tant qu'entité séparée de la société. La société elle-même avait complètement absorbé la peur et l'avait transformée en une force autorégulée qui opérait sans besoin d'intervention constante d'en haut. La terreur n'était plus uniquement l'instrument conscient d'un gouvernement totalitaire externe, mais le résultat d'un changement profond dans la nature même des relations humaines, sous un régime de peur totale et permanente. La machine de terreur n'avait plus besoin de supervision constante ni d'ordre quotidien. Le contrôle du régime s'était complètement fusionné avec la peur sociale généralisée, et le système massif de dénonciation était devenu un circuit fermé et autosuffisant, capable de se maintenir opérationnel par lui-même, sans nécessité d'intervention directe continue des instances supérieures du pouvoir. Le système avait atteint une maturité opérationnelle qui le rendait extraordinairement résistant et difficile à démanteler. Ce modèle de contrôle social, basé sur la surveillance mutuelle distribuée et sur la peur intériorisée, a laissé des conséquences profondes et durables qui ont persisté bien au-delà de la chute du régime nazi en mai 1945. La méfiance généralisée, l'érosion complète de la solidarité sociale traditionnelle et le silence auto-imposé sont devenus des caractéristiques permanentes de générations entières qui avaient vécu sous ce système pendant plus d'une décennie. Même des décennies après la fin de la guerre, les sociétés qui avaient expérimenté ce type de contrôle total ont rencontré d'énormes difficultés pour reconstruire la confiance interpersonnelle de base et les normes fondamentales de la coexistence démocratique.
L'héritage psychologique du système a été dévastateur et durable. Les personnes qui avaient vécu sous une surveillance constante ont développé des patterns de comportement profondément ancrés d'autocensure, de méfiance et de fragmentation de l'identité personnelle. Beaucoup n'ont jamais réussi à retrouver complètement la capacité de faire confiance pleinement aux autres. Les relations sociales sont restées marquées par une méfiance excessive et une réticence à exprimer des opinions politiques ouvertement, même dans des contextes démocratiques ultérieurs. La conversion massive de citoyens ordinaires en informateurs n'était pas un accident historique ni une caractéristique inévitable de la société allemande ou d'aucune culture particulière. C'était le résultat d'un design délibéré, systématique et extraordinairement efficace qui combinait des changements législatifs profonds, l'institutionnalisation bureaucratique soignée de la dénonciation et l'exploitation calculée de motivations humaines de base universelle telles que la peur, l'autoprotection et l'intérêt personnel. Le régime nazi a démontré de manière terrifiante qu'il est possible de transformer une société entière en un appareil massif de surveillance mutuelle sans nécessité de fanatisme idéologique universel au sein de la population. Simplement en créant des structures institutionnelles qui font de la dénonciation l'option apparemment rationnelle, sûre et pratiquement obligatoire pour l'autoprotection individuelle dans des contextes de peur généralisée. La leçon historique fondamentale est profondément troublante. La transformation de personnes ordinaires en agents de répression ne nécessite ni malice exceptionnelle, ni conviction idéologique profonde. Elle nécessite seulement un système qui fait du comportement répressif la réponse logique à des incitations structurelles soigneusement conçues. La terreur massive n'a pas besoin de fanatiques. Elle nécessite uniquement des structures qui transforment l'autoprotection individuelle en surveillance collective.